Euh, on s'est rendu compte en fait dans les réponses que c'est pas si facile que ça de déchiffrer l'écosystème, de déchiffrer qui sont les différentes structures d'accompagnement et à quoi servent chacune d'elles en fonction du niveau de maturité de notre projet. Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui, accompagné, donc c'est pour ma plus grande joie, hein, en tout cas ça fait mon petit bonheur de la semaine, accompagné de Pasquine Constant et de Rémi Perla. Donc Pasquine qui est directrice de l'incubateur Incubator, tout fraîchement arrivé à Strasbourg, donc elle nous en parlera bien sûr beaucoup plus. Et Rémi Perla, qui est donc le dirigeant, cofondateur de Epopia, une start-up merveilleuse. Je me faisais la réflexion en venant, en me disant tiens, il faudrait peut-être que je fasse l'abonnement pour ma grande fille. Donc voilà, un petit glissement comme ça, vite fait de place. On vous en dira plus et vous comprendrez pourquoi j'ai parlé de ça là maintenant. Alors, Rémi, Pasquine, Pasquine en premier, est-ce que vous pouvez vous présenter, rapidement, nous dire qui vous êtes? Quel est votre parcours? Alors, Pasquine Constant, j'ai commencé il y a plus de 20 ans dans Internet, parce que ça s'appelait Internet. Je travaillais au DNA et donc aux Dernières Nouvelles d'Alsace, qui est un journal quotidien régional, et je m'occupais du site web et des différents projets de développement autour du web. J'ai travaillé au DNA pendant 7 ans. Ensuite, je suis partie à Paris où j'ai travaillé pour une entreprise de formation professionnelle qui s'appelle toujours Demos, où là, j'étais chef de projet web, parce que c'est comme ça on a appelé, après Internet, c'était web. Pendant 4 ans, j'ai travaillé 6 mois à Paris, ensuite 2 ans à Londres et 2 ans à Bruxelles avec des équipes à Paris. Et là, l'objectif, c'était de développer toute l'activité qui était autour du web. Et ensuite, je suis revenue en Alsace et j'ai travaillé pendant 11 ans chez Socomec, où j'ai commencé en tant que chef de projet web à la communication, puis responsable des systèmes d'information marketing au marketing stratégique, puis responsable de PMO, donc Project Manager Officer, au sein de la direction du digital, et donc là, je suis devenue chef de projet digital, parce que après le Internet web, on s'est transformé en digital, et où j'ai eu l'occasion de me frotter à l'écosystème alsacien de manière de plus en plus intensive, en commençant par participer à un hackathon. Et ensuite, en étant au fur et à mesure bénévole, mentor, co-organisateur, enfin, une fois qu'on rentre dans l'écosystème, après, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et donc, j'ai eu l'occasion, grâce à Alsace Digital notamment, de participer à un certain nombre d'événements et de voir que c'était un univers qui me correspondait bien et j'aimerais bien bosser dedans. Et donc, me voilà chez Incubator depuis 3 mois maintenant. En tant que directrice du bureau. On a ouvert le bureau le 1er juillet. Alors, ouvrir le bureau, ça veut dire bosser comme une start-up parce qu'on avait les locaux. Mais on est encore en train de les faire évoluer. On avait des tables et des chaises. On est encore en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va organiser tout ça. C'est vraiment, on est dans une start-up. Donc voilà, on en parlera beaucoup. Et là, ça fait 3 mois qu'on s'intègre à l'écosystème, on commence à développer nos interactions et puis voilà, on a fait nos premiers événements. Super, merci Pasquine. Rémi? Bonjour, donc moi c'est Rémi Perla. Alors moi je suis informaticien de formation, j'ai 38 ans, papa de 2 enfants et après quelques années dans l'informatique, vers la trentaine, j'ai décidé de lâcher mon taf en CDI pour monter une start-up qui donc est Epopia. Que j'ai pitché d'abord dans un startup week-end organisé par Alsace Digital et ensuite monter le projet, enfin, voilà, toute la vie d'un projet jusqu'à aujourd'hui, on est 20 personnes chez Epopia et ça fait 6 ans qu'on existe. Et Epopia, en quelques mots, on propose des aventures par courrier pour faire lire, écrire et rêver les enfants. Donc les enfants reçoivent des lettres par la poste dans leur boîte aux lettres et ils deviennent héros d'une aventure, par exemple roi d'un royaume, et ils doivent répondre par écrit avec un stylo, oui, en 2020. Et ensuite, nous, on va recevoir toutes les lettres des enfants, on va les lire et on va adapter la suite de l'histoire à leurs réponses, répondre à leurs questions. Donc on est dans un processus complètement personnalisé et on leur répond de nouveau par écrit. Et comme ça, dans une correspondance personnalisée, ils vont lire, écrire et vivre une grande aventure.
Wow. Super, merci beaucoup. Alors, juste reposer un tout petit peu le contexte. Hein. On a à peu près, alors un peu plus de 10 000 startups en France. Et là, la grosse question qui vient, mais c'est quoi une startup en vrai? Parce que le mot, il est sur toutes les bouches, mais pourquoi on a besoin de le scinder? C'est une entreprise qui est différente. Qu'est-ce que c'est une startup? Rémi, j'aimerais bien que tu répondes à la question tout à l'heure, si tu veux bien, puisque c'est toi qui es les deux pieds dedans. Et puis, tu nous fais quelques vidéos. Je partagerai le lien tout à l'heure. Donc, 10 000 startups, un tiers des startups en Île-de-France. Donc, ça veut dire que les structures d'accompagnement sont plus denses en Île-de-France aussi. En Alsace, je n'ai pas exactement le nombre de porteurs de projets parce que l'information n'est pas forcément toujours juste. Mais par contre, les structures d'accompagnement, comme on les connaît traditionnellement autour des startups, à savoir les incubateurs et les accélérateurs, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, c'est aussi l'objet du webinaire, c'est d'échanger là-dessus, d'élargir aussi la vision pour que les gens qui derrière, qui nous suivent, qui sont porteurs de projets, puissent, malgré la particularité de notre écosystème, savoir plus facilement comment s'orienter. Donc, du coup, première question, c'est quoi une startup en fait? En vrai. Alors, effectivement, beaucoup de gens utilisent le mot startup à tort et à travers et dans tous les sens, et c'est pas grave, hein, c'est le jeu, les mots sont faits pour ça. Mais quand on parle d'entrepreneuriat, une startup, c'est une organisation qui recherche un business model, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas forcément déjà trouvé, qui soit scalable, qui puisse permettre de passer à l'échelle et de passer à 1 million de clients du jour au lendemain, et répétable. Donc, c'est pas juste on va vendre 1 million de fois une carte Pokémon, mais il faut qu'on les vende encore et encore et encore. Et donc, que ça génère de la croissance dans la durée. Donc, c'est un peu la définition, ça veut dire que ça va pas être forcément, c'est pas parce qu'on est innovant qu'on est une startup, c'est pas parce qu'on fait de la techno qu'on est une startup, c'est pas parce qu'on fait du e-commerce sur Internet qu'on est une startup, mais parce qu'on cherche vraiment on start et on cherche à up, et pas mais à up très, 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 très haut. C'est le sens du scalable et répétable. Ok, super. Beaucoup plus clair, en effet, du coup. Alors effectivement, juste pour compléter, du coup, ce qui fait que ça ne va pas être une boîte comme les autres, c'est qu'en général, cette recherche de la croissance rapide, elle nécessite de prendre un risque qui est beaucoup plus fort. Elle nécessite un financement très rapide, alors qu'on n'a pas. En général, on dépense plus qu'on ne gagne. Même si on doit gagner vite de l'argent, on va en dépenser tout de suite plus. Donc, on est une boîte qui est tout le temps en manque d'argent, et c'est pour ça qu'on parle souvent de levée de fonds dans les startups notamment, parce que c'est une startup qui est en recherche de financement permanent pour aller financer cette croissance. Ok, super. Ça marche. Du coup, Pasquine, sur la partie écosystème, c'est quoi un incubateur? Alors, si on parle de l'écosystème alsacien, alors je vais pas forcément présenter tous les incubateurs parce qu'on n'a pas le même positionnement, mais il y a 2 incubateurs en Alsace. Vous avez Semia qui est incubateur, on va dire, historique. Et nous, on est nouvellement arrivés. On n'a pas tout à fait le même modèle, mais je pense qu'il faudra leur poser la question en direct pour avoir toutes les informations autour de Semia. C'est un incubateur public. Nous, on est un incubateur privé. Donc déjà, c'est une différence essentielle. Et notre positionnement est très différent aussi parce qu'on prend des parts dans la start-up. En fait, un incubateur, globalement, c'est une structure qui va accompagner des projets innovants. Alors, Rémi, il a expliqué que ce n'est pas forcément parce qu'on veut imaginer un nouveau, je sais pas, un bracelet connecté qu'on est innovant. C'est aussi on est innovant, mais on ne va pas forcément faire une start-up. On veut peut-être faire une entreprise plus classique parce qu'on veut créer un produit plus classique. On va aborder le marché de manière classique. Le up fait qu'on va vouloir aller plus vite, différemment. Effectivement, il y a des levées de fonds. Et nous, notre objectif dans notre accompagnement, c'est qu'il est sur une certaine durée. Notre accompagnement aujourd'hui, il va durer à peu près 1 an. Et notre objectif, c'est qu'à la fin de cette année, la start-up, elle ait toutes les clés pour pouvoir faire les levées de fonds, accélérer, grandir, faire de l'argent, faire les levées de fonds, etc. pour faire le up. Donc, on est vraiment, et en plus, on a le même mouvement. Donc, ça m'a fait rire quand tu as fait ça, Rémi, parce qu'on est vraiment, on est en phase sur cette partie-là. Donc, nous, on va, alors dans notre démarche, on va proposer de l'hébergement, on va proposer des ateliers. Donc, les ateliers, ce n'est pas de la formation, ce n'est pas du top-down. On va avoir un petit bout de présentation de qu'est-ce que c'est qu'un business model, par exemple. Un petit bout de présentation et ensuite, on va avoir un atelier tous ensemble, donc toutes les startups,
pour travailler ce business model ensemble. Et ensuite, on va avoir un accompagnement de manière individuelle. Une fois par semaine, on va avoir un startup manager qui va s'occuper de chacune des startups pour faire un point, pour voir comment est-ce que la startup avance. Et ensuite, on va avoir un point mensuel, plutôt centralisé là avec notre PDG, qui a une vision globale de toutes les startups qui sont dans l'écosystème et qui va interagir avec la startup pour voir si tout se passe bien, comment elle évolue, si il peut les mettre en relation avec d'autres startups qui sont dans notre écosystème ou avec des mentors auxquels ils pensent parce qu'ils sont bloqués sur un certain point. Donc, l'accompagnement est très dense. On a tout un principe de mentorat. On a plus de 330 mentors dans l'écosystème. Donc, si on a une startup qui rentre et qu'elle cherche un mentor et qu'on ne trouve pas un mentor qui corresponde dans la région, et ça, c'est aussi une démarche qu'on va avoir, c'est qu'on va chercher des mentors qui correspondent vraiment aux problématiques des startups. On sait qu'on peut se reposer sur les mentors de l'écosystème qui, eux, vont aussi être disponibles pour accompagner les startups. Donc, il y a à la fois ce principe de travailler ensemble, de travailler en atelier, d'avoir un accompagnement individuel, et puis il y a cet accompagnement croisé national. Et puis, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Globalement, c'est très dense. Donc, il y a beaucoup de travail parce que notre accompagnement, il est sur une année et que notre objectif, étant donné qu'on prend des parts dans la startup, c'est notre modèle, on prend des parts dans la startup. Notre objectif, c'est que la startup, à la fin de l'année, elle s'en sorte, qu'elle ait trouvé son marché, qu'elle ait trouvé son positionnement et qu'elle réussisse à accélérer. Donc, vraiment, on est à ses côtés. Alors, vu qu'on on travaille vraiment en collaboration avec la personne et avec le porteur de projet, et puis pour l'accompagnement, etc. C'est vraiment important pour nous que la personne, elle arrive à trouver son positionnement et elle reste libre. On ne va pas lui dire OK, il faut que tu bosses avec machin, que tu bosses avec... Tu bosses avec... Il va être libre de ses choix et de son positionnement, et c'est lui qui va décider d'où il veut aller. Après, nous, on est juste là pour aider si besoin, et puis apprendre des nouvelles choses, et puis qu'on apprenne tous ensemble à avancer ensemble. Voilà. Vraiment sur la partie, le positionnement de l'accompagnateur sur le projet sur un an. Donc, effectivement, c'est dense. Surtout qu'on sait qu'il y a à peu près 44% des porteurs de projets qui, au bout de 3 ans, ferment, donc plus de projets. Et puis, on a atteint les 50% quand on arrive au bout de 5 ans. Donc, c'est un peu le défi de raccourcir, enfin, dans un temps plus petit, de l'emmener vers la phase tout de suite de développement où il va pouvoir tester son produit sur le marché et puis ramener rapidement de la levée de fonds. Alors là, l'objectif, c'est même de le tester avant, hein, c'est de le tester pendant qu'il est chez nous. Donc, l'objectif, c'est que le MVP soit fait suffisamment rapidement pour qu'on puisse valider le business model, le changer s'il faut, etc. Mais ça, je pense que Rémi, il l'a vécu, il faut vraiment très vite avancer, interagir, etc. C'est vraiment notre modèle. Ok, super. Rémi, du coup, c'est intéressant d'avoir, c'est pour ça que le binôme, il est top. On a structure d'accompagnement et puis on a startup. Rémi, comment ça s'est passé pour Epopia en fait? Est-ce que comme Google, c'était dans la cave au départ avant de... Comment ça s'est passé? Alors, en résumé, ça a été d'abord tout seul, moi, dans ma cave, dans mon bureau, dans mon garage, je ne sais pas, chez moi. J'ai eu mon idée, j'y ai bossé. J'ai fait l'erreur de tous les start-upers, enfin, de tous les porteurs de projets au début, de penser qu'on peut le faire tout seul dans son coin et qu'il faut garder ça secret. Du coup, mon projet, il est à peu près mort. Il a tapé à côté, il est mort. Et puis, je l'ai ressuscité 1 an et demi plus tard pour le présenter en public à un Startup Weekend. Du coup, j'ai pu le pitcher, où j'ai pu recruter des gens qui avaient envie de participer à cette aventure, où on a eu les conseils de plein de coachs et de plein de professionnels. Vraiment un moment fort. À sortie de ce Startup Weekend, on est aussi rentré en incubation dans un incubateur. Pour le coup, donc là, c'est Semia, c'est l'autre incubateur local. Et ensuite, après, il y a vraiment toute une phase de création de l'équipe, effectivement, création d'un MVP le plus vite possible. Et le but, et là, je rejoins dans Paskin, c'est d'aller le plus vite possible au contact du public, donc d'être sur le marché le plus tôt possible avec le produit qui concentre la valeur et qu'on arrive à sortir le plus vite possible, même s'il n'est pas fini, même s'il est moche, même si ce n'est pas tout ce qu'on voulait. Mais l'important, c'est qu'il soit sur le marché et qu'on puisse avoir des retours de vrais utilisateurs et pas juste ses fantasmes à soi dans son coin. D'accord.
Donc, dans une de tes vidéos, hein, comme je l'ai dit, je le partagerai après, il faut vite se tromper. Toujours sur cette démarche. J'entends beaucoup de mots, hein, j'aurais envie de revenir sur chacun d'eux en disant est-ce qu'on peut juste les clarifier pour que tout le monde soit plus ou moins au même niveau d'information. J'entends MVP, on a beaucoup entendu parler de startup digital. Tout à l'heure, tu en as parlé du Startup Weekend. Enfin, plein de petites choses qui semblent évidentes pour vous, mais qui peut-être vont aider les personnes qui nous suivent à bien suivre et à appréhender. MVP, juste, est-ce qu'on peut rapidement dire ce que c'est? Le MVP, c'est le minimum viable product. C'est le produit le plus petit, le plus minimum possible, mais qui permet de projeter déjà de la valeur. Donc, c'est en gros c'est si notre produit devait être fait le plus vite possible, qu'est-ce qu'il en resterait? C'est l'essence de son produit pour le mettre tout de suite sur le marché le plus vite possible. C'est la trottinette avant la voiture. C'est la trottinette avant la voiture. Super, l'image est belle, très claire. Et du coup, alors Rémi, tu parlais de ta phase de départ où tu as ton projet, tu es seul et tu te dis, ben oui, comme beaucoup, hein, je pense, d'entrepreneurs ou de start-upers, enfin, on se dit, ouais, je vais le gérer seul, il ne faut pas trop que j'en parle parce que j'ai une idée, il ne faut pas qu'on me la pique, toujours ce syndrome de l'idée, si on me la pique, attention, c'est la fin du monde. Et puis, ça ne fonctionne pas et donc tu rebondis. Et tu te lances, tu fais un startup week-end où tu es obligé de pitcher ton projet. Est-ce que pour toi c'est important ou tu trouves que c'est une phase importante à considérer, cette phase où on sort de sa coquille et on en parle à l'extérieur? Est-ce qu'il faut le faire le plus tôt possible? Quel est ton retour là-dessus en fait? En fait, le projet, il n'existe pas. Tant qu'on est seul chez soi avec son idée, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. C'est qu'une idée. Même si on la développe, en fait, on est en train de faire un truc dans… Tant qu'il y a des murs, en fait, c'est comme dire il y a une lumière, mais on l'a entouré de murs. En fait, c'est toujours noir autour du coup. Ouais. Tant qu'on n'a pas cassé le mur, la lumière, elle ne brille pas. Il n'y a pas de lumière. C'est Chad Schrödinger. Bref, le projet ne commence à exister, à s'enrichir, à grandir qu'à partir du moment où il se confronte à un public. Donc, partager l'idée pour l'enrichir, pour prendre du feedback dessus. Puis après, le produit, le sortir pour avoir du feedback dessus et le faire aller dans la bonne direction. C'est vraiment là que la vie commence. Avant, c'est vraiment gâché. D'accord. Donc, ouais, il faut sortir, il faut oser. Les concours, t'en penses quoi? Juste toujours dans ce côté faire parler de son projet, le pitcher, parce que c'est un bon moyen de s'exercer. Alors, moi, j'en ai fait beaucoup au début. C'est un bon moyen de s'exercer à pitcher. Après, ça ne sert pas forcément à grand-chose et ça ne va pas vous faire rencontrer beaucoup de gens. Par contre, aller dans un événement, par exemple Startup Weekend, ce n'est pas un concours, c'est un week-end où plein de gens se réunissent pour aider des projets à émerger, pour travailler bénévolement dessus tous ensemble. Donc, c'est un truc qu'on essaie de faire émerger au contraire mais tous les hackathons ou ce genre de choses, essaye de faire émerger des projets. Et là, on va pitcher en public, on va rencontrer des gens qui peuvent nous aider. C'est beaucoup plus utile. Et après, aller candidater dans des incubateurs ou des pré-incubateurs ou des accélérateurs, ou alors aller voir des premiers investisseurs. Tout ça, c'est des expériences où on va prendre du feedback et où on va pitcher. Ok, super. Merci Rémi. Parce que du coup… je reviens sur un point, il y a le fait que quand on a une idée, alors peut-être pas l'idée de Rémi, hein, mais quand on a une idée d'un produit, très souvent, il y en a au moins 10 qui ont la même idée en même temps. Donc, c'est à celui qui va aller le plus vite. Et puis, je ne parle pas au niveau national, international, etc. Oui, tout à fait. C'est quand même d'essayer d'aller le plus vite possible. Et très souvent, quand on reste chez soi, qu'on reste dans sa cave, qu'on reste à développer, on ne va pas très vite. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est qu'on a toujours l'impression que notre idée, elle est juste révolutionnaire et qu'on est les seuls à l'avoir eue. Mais vraiment, dans le monde entier, il y a des gens qui réfléchissent et il y a potentiellement des personnes qui ont réfléchi à la même idée en même temps. Donc, il ne faut pas… alors, sauf quand on est dans du produit hyper spécifique et où là, il y a des dangers de copie et ce genre de choses. Quand on est dans du concept de ce type-là, il vaut mieux on n'est pas dans de l'industrie. Alors, je viens de l'industrie, je peux le dire. C'est quand on est dans du concept de service, il vaut mieux partager et quand on est dans du concept de produit, il faut partager l'idée du produit, pas montrer le produit en lui-même. Recette. Il faut de toute façon s'ouvrir à un moment ou à un autre. D'accord, ouais, super. Et du coup, pardon, je n'ai pas compris. Et le plus vite, c'est mieux. Okay, super. Du coup, Pasquine, dans l'aspect accompagnement et structure d'accompagnement, à quel moment une start-up ou un porteur de projet se dit bon je vais m'orienter vers un incubateur, comment ça se passe? Est-ce que c'est tout de suite j'ai une idée,
Toc, toc, toc. Je vous présente mon idée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, chez nous, on peut être au stade de l'idée. On peut avoir quelqu'un qui y a pensé il y a un mois et qui a commencé à gamberger et s'est dit, ah tiens, moi j'ai cette idée-là, j'en ai parlé à 2-3 personnes et puis je vais aller la tester chez Incubator. Alors là, il va commencer par un crash test. Donc, il va aller présenter son idée et là, on va avoir un jury et il va avoir une espèce de meet-up où il va rencontrer différents jurys et on va challenger son idée. Donc, on va l'interroger sur son principe. Et derrière, nous, on est capable de l'intégrer à ce moment-là. D'ailleurs, quand on intègre en incubation chez Incubator, on ne va pas forcément demander et on ne demande pas de business plan, on ne demande pas de voir les produits, on ne demande même pas de slide. Donc, c'est la personne qui vient doit présenter son produit, doit présenter son idée. Si elle nous dit c'est bon, j'ai développé, j'ai tout fait, je peux vous le montrer, ok, très bien. Mais nous, c'est pas ça qui va être important, c'est vraiment le porteur de projet et le fait que tout le challenge, ça va être que ce porteur de projet, très souvent, enfin, si on parle avec Rémi, je pense qu'il a pivoté 15 fois. Très souvent, très souvent, une idée telle qu'elle est sortie au démarrage, ce n'est pas forcément celle qui va être vendue et qui va répondre aux besoins. Ouais. Donc là, on va vraiment échanger avec la personne sur son idée, sur sa capacité à pivoter, sur sa capacité à aller chercher le marché, sur sa personnalité, etc. Donc nous, on va plutôt travailler sur le porteur de projet et son idée de départ, mais on ne demande pas à ce qu'il y ait un projet qui ait déjà été fait, une certaine maturité vendue. Notre objectif, c'est qu'à la fin, on a parlé de MVP, ça a été défini, c'est qu'on ait à minima un MVP. Si on a des startups plus matures qui arrivent très bien, on va travailler avec elles un petit peu d'une autre manière. Il y aura toujours les ateliers, etc., mais on va les accompagner un petit peu différemment. Et puis, c'est aussi les interactions entre les différentes startups qui vont être intéressantes. Donc, chez nous, on ne va pas dire, OK, si tu es hyper mature, tu vas là, si tu n'es pas mature, tu vas là, etc. On va surtout s'intéresser au porteur de projet, à l'idée qu'il va porter, à sa capacité à pivoter. Et c'est un petit peu différent d'autres écosystèmes. On peut prendre en sortie de hackathon, par exemple. D'accord. Voilà. Okay. Du coup, c'est plus sur l'accompagnement, ce qui vous permet de valider un projet, un porteur de projet, de l'intégrer dans l'incubateur, ça va être plus sur la personnalité, sur le mindset. Est-ce qu'il est dans cette fameuse résilience dont on parle souvent et puis qui avait été repris aussi sur une des vidéos de Rémi, ou est-ce que c'est plutôt l'entrepreneuriat classique et puis peut-être l'orienter dans de l'entrepreneuriat classique, ok. Donc, on travaille vraiment avec le porteur de projet plus que… Alors, on ne va pas dire qu'on ne tient pas compte de l'idée. Si la personne, elle vient avec une idée révolutionnaire, un truc qui est complètement… qu'on n'a jamais vu, on va trouver ça extraordinaire. Mais ça ne veut pas dire que son idée qu'il nous a présentée là, dans 6 mois, elle ne sera pas complètement différente parce que… Peut-être qu'il nous présente un truc pour, je sais pas, une attelle pour le pouce connecté et puis peut-être qu'il va finir avec un casque à mettre sur la tête qui émet des ondes, j'en sais rien. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire parce que c'est une fois qu'il aura affronté le marché et c'est cette capacité à affronter le marché et puis à aller changer, réfléchir, évoluer, grandir pour aller le plus vite possible, pour trouver un marché, etc. Donc on est toujours dans cette histoire de up, mais c'est une mentalité en fait. D'accord. Super. Mais du coup, ça veut dire que les projets que vous accompagnez, vous avez aussi la possibilité que ce projet ne devienne rien. Ah oui, On est d'accord. Ouais, évidemment. Et on prend un risque en fait quand on accompagne un projet parce que nous, on met 25 000 € dans la start-up. Ça veut dire on va prendre 10%, c'est le modèle. Hein. On prend 10% départ contre 25 000 €. Ça veut dire que quelqu'un qui vient ne serait-ce qu'avec une idée, on va estimer son entreprise à 250 000 €. Quelqu'un qui vient avec un projet un peu plus abouti, on va aussi, parce qu'on ne change pas en fonction des personnes qu'on a en face de nous. La maturité du monde. C'est toujours le même modèle. Et ça ne veut pas dire que celui qui était au démarrage de l'idée, il ne va pas autant réussir que celui qui avait déjà réfléchi dans sa cave et développé des choses. Donc, pour l'instant, on ne sait pas dire. Ce qu'on essaye de voir, c'est la personnalité, le projet, etc. Voilà. On a Vincent qui nous dit les plus intelligents sont les plus accommodants. Il faut travailler de manière agile et écouter. Donc, effectivement, ça rejoint
la présentation, le mode de fonctionnement de l'incubateur. Ok, super. Alors, j'ai entendu que Rémi, tu as pivoté plusieurs fois. Raconte-nous un peu, parce que ma question semblait étonnante, hein, de dire, donc ça veut dire que vous accompagnez quelque chose qui pourra ne rien donner. Je me rends compte, hein, parce que moi, le monde des startups, j'y entre parce que YouLearn fait partie de la EdTech, du coup, et que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, hein, que j'accompagne. Mais je me rends compte que c'est vraiment un mindset. On n'est pas dans de l'entrepreneuriat classique, on est dans la possibilité d'écrire, et c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup, faut être prêt à faire du brouillon et tester rapidement pour corriger, mais la possibilité de faire un produit qui finira à la poubelle, tu l'avais dit, hein, c'est quelque chose qu'il faut intégrer très rapidement dans son cerveau, quoi, et pas avoir de problème avec ça. La plupart des projets vont finir à la poubelle. D'ailleurs, tu l'as dit au début, hein, au bout de 3 ans, la plupart ont disparu. Au bout de 5 ans, il ne reste plus grand monde. Ouais. La plupart parce que, c'est encore la définition de la start-up, on est dans une organisation en recherche. Ouais. On sort quelque chose que personne n'a fait, on veut le vendre d'une manière que personne n'a faite. Donc, en fait, on est dans de l'incertitude complète. Ouais. On ne sait pas si le produit va servir à quelqu'un, on ne sait pas comment les gens vont s'en servir, on ne sait pas vraiment qui ça vise et si vraiment c'est les bonnes personnes. Et donc, tout ça, ça demande du test and learn encore et encore jusqu'à trouver. Et ça veut dire, effectivement, je suis d'accord, les plus intelligents sont accommodants. Ça demande en fait que le porteur du projet soit assez humble pour ne pas se dire qu'il a la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui échouent en se disant mon produit est génial. Si le marché, c'est le marché n'a pas compris. Il faut éduquer le marché. Non, le marché a raison. Il ne faut pas éduquer le marché. Si le marché n'en veut pas, c'est que ce n'est pas le bon produit. Et donc, il faut être assez humble pour se dire ok, je me suis planté. Soit mon produit n'est pas bon, soit je ne le vends pas de la bonne manière, soit je ne le vends pas aux bonnes personnes. Et il y a plein de manières de faire pivoter un projet. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va retrouver très, très classiquement dans les startups. Du coup, c'est un mindset qu'il faut avoir au niveau. C'est toute l'équipe qui doit entrer dans ce mindset-là. C'est-à-dire que pas la frustration d'avoir travaillé même peu de temps sur quelque chose qui finit à la poubelle. Comment dire? Il y a une capacité à ne pas se démotiver qu'il faut développer. C'est pour ça qu'on dit qu'on s'en moque de l'idée qu'il faut la partager très vite. L'idée n'a aucune valeur, seule l'exécution compte. Et une des règles d'or, c'est que donner une super idée à une équipe pourrie, donc à des gens qui sont obtus, qui ne sont pas assez motivés ou alors qui sont sûrs d'avoir la vérité, et ils vont faire n'importe quoi et ils vont mourir très vite. Donner une idée toute pourrie à une équipe géniale, et c'est pour ça que c'est bien de parier sur les gens, et ben en fait, ils vont la tester, ils vont voir que ça marche pas, ils vont la pivoter, ils vont voir que ça marche pas, ils vont la pivoter, et ils vont finir sur une idée géniale, et ils vont faire un truc génial avec un truc stupide au début. Donc on ne peut pas juger l'idée, on peut juger que les personnes et la manière dont ils vont l'exécuter. Donc effectivement, c'est le mindset qui l'accompagne qui va faire toute la différence. Et c'est pour ça que c'est vraiment une aventure très différente de faire une startup qu'une entreprise classique prévisible. Ok. Du coup, j'aime beaucoup, hein, le cheminement de l'incubateur, parce qu'on est vraiment on travaille sur le mindset. Le projet est intéressant. Il faut bien sûr pas. Je veux monter une usine de fabrication de spaghettis. Oui, alors c'était peut-être pas au bon endroit que tu arrives, madame. Mais l'idée, c'est une chose, mais surtout le mindset. Ok, super. Du coup, moi, j'ai une question encore pour toi, Rémi. Epopia, au bout de combien de temps vous êtes arrivé, alors pas à ce que vous êtes aujourd'hui, mais à un produit qui est arrivé sur le marché et qui a fait le up? Alors, à partir du Startup Weekend, on n'a pas été très rapide. Hein. On n'avait pas encore assez la pression. Je n'avais pas encore le mindset. Donc, on a mis 1 an et demi à sortir le produit. Très, très mal. Hein. On aurait dû faire ça en 6 mois. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Et ensuite, une fois qu'on est sorti, on a mis 1 an à trouver notre marché, c'est-à-dire à atteindre le product market fit, le moment où le produit rencontre son marché et d'un coup, on commence à avoir une vraie inclinaison forte. Ça, on a mis 1 an à le trouver. Ok, super. Du coup, j'ai une question, elle est un peu pour moi. L'équipe qui nous suit, sentez-vous libre, posez vos questions, sinon moi je prends toute la place. On est ensemble, même si on ne se voit pas, on fonctionne. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, hein, mettez vos questions, nous on les partage parce que l'objectif c'est d'avancer collectivement. Mais tant qu'il n'y a pas de questions, moi j'y vais parce que pour le coup j'en ai plein. Donc voilà. C'est quoi alors? Moi qui viens du milieu du marketing, hein, on est sur la start-up, généralement il y a du numérique, l'électronique, ou pas forcément les deux, mais un des deux. Quelle est la place du marketing dans toute cette phase où on développe le produit, on veut le faire tester et on veut que la rencontre se fasse? C'est une vraie question pour moi. La réponse communément admise, c'est 50%. C'est 50% produit, 50% marketing très vite, très tôt.
D'accord. Il faut naturellement mettre son énergie à faire le bon produit, mais en vrai, il faut aussi très vite tester la bonne manière de le présenter, la bonne manière de le vendre, le bon business model, aller commencer à créer une communauté autour. Ouais. Quand le produit est fini, c'est un peu tard pour commencer à aller chercher ses premiers clients. C'est mieux quand le produit, le MVP sort, d'avoir déjà une communauté avec soi. Et donc, dès le début, en fait, on embarque les gens dans son aventure de manière. Alors après, c'est des valeurs qui sont souvent partagées dans les startups, très transparentes. On embarque vraiment les gens avec soi, on leur demande de l'aide. Et ça fait que quand le produit sort, eh ben, il a déjà un début de marché. Et Ok. ça, plus c'est pris en amont, mieux c'est. Donc, ouais, moi, j'aime bien la règle du 50% de l'énergie sur le marketing, 50% sur le produit. Ok, super. J'aime Je ne sais pas si bien Pascal est quelque d'accord avec ça, hein. chose. Alors moi, je suis complètement d'accord avec ça, surtout que j'ai fait beaucoup de marketing et de communication. Alors forcément, le marketing, je trouve ça très important. Et alors, faut aussi se dire que c'est pas le marketing tel qu'on le faisait avant. Il faut connaître toutes ces nouvelles notions qui vont être l'expérience utilisateur. Alors, c'est un petit peu la peau de banane parce que tout le monde met tout et n'importe quoi, le design thinking, tout ça, c'est des notions qui sont intéressantes. On va aller vraiment chercher les interactions avec ces interlocuteurs pour tester et puis on leur fait tester tout de suite des choses, même si les gens, ils aiment bien échanger avec la marque et ils se sentent, ils se l'approprient. Donc, tout de suite, pouvoir avoir des interactions et c'est quelque chose que le digital facilite. Parce que quand on est dans une innovation digitale, faire un site internet, il est très facilement partageable à une communauté. Mais tout ça, c'est des nouvelles notions, enfin, c'est des notions plutôt, on va dire, récentes, parce que c'est quand on faisait ça il y a 20 ans, on ne fait plus du tout ça de la même manière. Et donc, ce n'est pas du marketing tel qu'on l'imaginait avant, c'est vraiment du marketing digital, des échanges avec des nouveaux médias et d'une nouvelle manière. Et ça évolue tout le temps. Donc, il faut aussi être capable, si on veut toucher, on ne touche pas des jeunes comme des enfants, comme des personnes plus âgées, etc. Et donc, on ne va pas avoir appliqué non plus le même genre de marketing. Donc, c'est quand on dit marketing, et puis très souvent, on confond avec marketing produit. On peut aller travailler sur le design de son produit et pas forcément avec les interactions avec ses clients et ses prospects et son entourage, etc. Et donc, il faut vraiment voir le marketing comme le marketing digital d'aujourd'hui en fonction de ses clients. On ne va pas toucher les clients de la même manière et on ne va pas avoir les interactions de la même manière. Et donc, il va falloir travailler. Ça aussi, il y a encore un grand mot, les personas, donc essayer de trouver nos interlocuteurs. Tout ça, c'est des nouvelles notions et c'est des notions qu'il faut avoir en tête. Et très souvent, quand on a un porteur d'idées, il dit, OK, je viens, moi j'ai mon produit, mais c'est quoi le marketing qui est associé à ce produit-là, quoi. Et il ne sait pas. Parce que très souvent, la personne, elle porte un produit ou une idée de produit. Et tout le reste, c'est vraiment compliqué pour lui parce que c'est un métier, en fait. Donc, voilà, et on ne l'a pas forcément quand on a une idée de génie sur un stylo. Un bon exemple de la manière justement dont on pense aujourd'hui, et c'est pour ça que le marketing peut commencer très tôt, il peut même passer avant le produit, c'est que par exemple quand on a l'idée de vendre, je sais pas, une prothèse de pouce, là c'est un bon exemple, et ben souvent avant de commencer à développer un produit qui va mettre plusieurs mois à sortir, on peut déjà aller s'acheter du AdWords sur Google et aller tester de voir si quand on met de l'AdWords, il y a des gens qui cliquent ou pas. En fait, est-ce qu'il y a des gens qui recherchent ça? Est-ce qu'il y a un marché? Et on peut déjà valider ces choses-là avant même d'avoir un produit. Et ça, c'est la magie d'Internet. De nos jours, on peut faire beaucoup de choses très intelligentes à pas très cher et qui permettent de valider pas mal d'étapes, alors que pour 10 euros, hop, on sait déjà qu'il y a potentiellement des clients pour ce produit avant de commencer à le produire. C'est vraiment mettre les choses à l'envers. Ok, super. Et intéressant pour moi aussi, hein, ma question, c'est une vraie question. J'ai un vrai besoin derrière son marketing. En venant d'un monde plus conventionnel, plus classique, on va dire, et de la vision du marketing qui n'est pas du tout la même que la vision du marketing appliqué au web, où on est en train de dire j'embarque mes clients dans la construction de ce que je veux leur vendre. Je suis désolée, hein, mais quand je l'ai entendu pour la première fois, c'était quand je suis allée échanger avec une autre start-up là, de la région, MyFood, où il m'expliquait que le produit a été construit, alors avec l'équipe de développeurs, enfin l'équipe MyFood, mais toute la communauté qui gravite autour. Et là, je me dis, mais non, mais il y a un truc, et c'est une autre manière de marketer du coup. Je trouve que c'est intéressant dans l'aspect engagement de la communauté, puisque du coup, c'est des gens qui sont prêts à donner de leur temps, à donner de leurs idées pour voir quelque chose. Enfin, il y a un engagement beaucoup plus fort du coup, et je trouve ça vraiment intéressant.
Et j'avais besoin de poser cette question justement pour que derrière, je puisse, moi, faire ma petite montée en compétence sur comment on aborde le marketing quand on est dans une start-up. Ce n'est pas juste, je vous propose le plus beau produit qui va forcément répondre à votre besoin parce que j'ai compris que votre besoin, c'est ça. C'est plutôt, j'ai une idée de ce qu'on pourrait avoir besoin. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Et ensuite, comment vous aimeriez l'avoir? Qu'est-ce que vous y ajouteriez, etc. Et ouais, la démarche est complètement différente et plus intéressante, je dirais, finalement. Combien de personnes dans l'équipe Epopia, combien de personnes dans l'équipe incubateur aujourd'hui, juste pour avoir une idée un peu plus? Chez Epopia, on est une vingtaine. D'accord. Sur quel type? Alors, juste rapidement, une petite cartographie. Ouais. On est en gros un tiers de créa, un tiers des technos, des tech, Ouais. bref, qui développent, et un tiers tout ce qui est comme marketing, relations clients et support. Ok, super. Incubateur aujourd'hui, c'est combien? Alors, c'est tout frais, donc j'ai vu qu'il y avait des recrutements qui étaient en cours. Alors, à Strasbourg, pour l'instant, on est 2. Il y a un recrutement pour une 3e personne et on espère qu'elle viendra la semaine prochaine parce qu'on a vraiment besoin d'avoir du monde. Les recrutements sont vraiment en cours. On fait en accéléré en 15 jours. On va essayer de trouver quelqu'un. Globalement, en France, on est 43, mais quand les slides de juin, c'était 30. Aujourd'hui, on est 43, donc on grandit pas mal et donc on est on va avoir une levée de fonds d'ici à la fin de l'année pour continuer notre parce qu'on est une start-up, c'est ce que je disais au démarrage, hein, on est encore au up là. Et là, l'objectif, c'est d'ouvrir des nouvelles villes et donc de monter des incubateurs dans d'autres villes, un peu plus dans le sud, parce que là, on a un peu fait on a fait la périphérie plutôt, on descend un petit peu, mais un peu plus dans le sud là. Et donc, l'objectif, c'est de continuer à grandir, évidemment, et d'être présent dans d'autres villes. Pas forcément à Paris, mais surtout en région. Ok, super. On en parlait tout à l'heure quand on faisait notre petit briefing entre nous. Effectivement, quand dans le milieu des startups, il y a une question qui est cruciale. C'est cette fameuse, tu en parlais tout à l'heure, Pasquine, cette fameuse levée de fonds. Rémi, comment ça s'est passé pour vous? C'est quoi la levée de fonds et ensuite comment ça s'est passé pour vous? Bon, la levée de fonds, c'est aller chercher des gens pour nous donner de l'argent pour nourrir la machine, en tout cas au moins pour financer en général la croissance et l'augmentation. Et donc, on parle de levée de fonds en général, c'est de l'equity, donc ça veut dire qu'on va donner des parts à des investisseurs contre de l'argent. Après, je peux aller plus en détail, mais ensuite, parce que je voyais aussi, il y avait la question en même temps qui passait, peut-on réussir une startup sans levée de fonds? C'est effectivement important de comprendre ça. Il y a 2 modes de financement chez les startups, vu que, comme on l'a dit au début, en général, on est dans un déséquilibre et en banqueroute permanente. C'est le bootstrapping ou c'est la levée de fonds. Donc, bootstrapping, c'est essayer d'aller le plus loin possible sans jamais lever de fonds, en essayant de faire toujours plus de cash et en fait on dépense toujours plus que ce qu'on a, mais comme on fait de la croissance, et du coup on gagne plus à chaque fois que ce qu'on avait, et donc en fait on arrive comme ça à retomber sur ses pieds de mois en mois et à croître fortement, et on essaie d'aller le plus loin possible comme ça, et ça c'est la bonne manière de faire chez les startups. Et ensuite il y en a qui le font très tôt, ou alors à partir du moment où on arrive au bout de son bootstrapping et qu'on a trouvé sa règle de calcul et sa règle d'accélération, alors il faut mettre beaucoup de cash pour aller accélérer vite, parce qu'après c'est une compétition. On va aller lever des fonds et donc on va aller chercher des investisseurs dans une phase, au démarrage, ça va être plutôt des BA, donc des business angels, des gens qui mettent un peu leur propre argent et qui accompagnent. Et ensuite, dans des phases plus importantes ou sur des levées plus importantes, ça va être des fonds d'investissement en capital venture. Donc, c'est vraiment du capital risque parce qu'on l'a dit, on est dans l'incertitude complète dans une startup. La plupart vont mourir. Donc, même eux-mêmes, quand ils mettent de l'argent, ils savent que la plupart de leurs investissements vont tomber à l'eau et ils le savent très bien. Ok, super, merci. Donc, pas forcément obligé de passer par la case levée de fonds. Il y a 2 manières de faire. Soit on essaye de tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que le up commence et vienne combler le déficit qui avait commencé depuis le départ. Ou soit on peut associer les deux finalement dans ce que tu dis, commencer en bootstrapping et puis passer à la levée de fonds pour transformer. Comment ça s'est passé pour les Pardon. Sur la levée de fonds, en fait, on accompagne les startups dans leur levée de fonds aussi chez Incubator et on a notamment un événement pour les startups qui sont incubées et pour les alumni, on a un événement une fois par an qui permet de réunir tous nos
business angels et tous nos contacts, toutes les banques qui peuvent aider au financement des startups. On a un événement par an où on met les startups suffisamment matures en face de cet écosystème pour les aider à faire des levées de fonds. D'accord, ok, super. Du coup, on parlait de l'écosystème. Est-ce qu'on peut juste avoir, Pasquine, tu peux nous faire un petit descriptif, une petite cartographie de l'écosystème à l'échelle de notre région? Je suis porteur de projet, plutôt orienté start-up. Qui peut m'accompagner? Qui sont les bons interlocuteurs vers qui me tourner? Alors, on a essayé à un moment avec Alsace Digital de faire un parcours du start-upper. Ok. Alors, on n'est pas allé jusqu'au bout de notre histoire parce que quand même, vraiment, ça dépend de la personnalité du porteur de projet. Le porteur de projet, il peut se dire, tiens, je vais démarrer tranquille. Et là, il faut absolument qu'il sache que c'est qu'un hackathon, qu'il regarde ce qui se passe comme hackathon et qu'il suive les hackathons qui se passent en Alsace parce qu'on en a un certain nombre. Rémi en a parlé, le Startup Weekend. Il y en a un à Strasbourg, il y en a un à Mulhouse. Il y a, si on est dans la santé, il y a le Hacking Health Camp, c'est un incontournable. Si on est sur des problématiques autour des personnes âgées, il y a eu un Hacking Silver Camp, il y a eu un hackathon autour des projets de l'espace. Il faut vraiment, ça c'est une première démarche, c'est de se dire, ok, je vais regarder ce que c'est qu'un hackathon et je vais vivre l'expérience, soit en tant que porteur de projet ou en tant que bénévole, ou etc. Il y a plein d'angles possibles pour voir à quoi ça ressemble. Okay. Ça, c'est déjà un premier axe qui est intéressant. Ça permet de vivre une expérience et de voir ce que c'est qu'une startup. Clairement, quand on sort d'un hackathon, la première fois, on est complètement déboussolé. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Rémi, mais moi, je suis sortie, j'avais l'impression d'avoir été un chat qu'on a mis dans une baignoire. Et puis, le lendemain, je suis retournée dans mon entreprise, j'ai fait ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Il y a un vrai truc qui se passe. On ne se rend pas compte. C'est une vraie transformation. Et je pense que là, on appuie déjà sur un bouton, j'accélère et soit ça nous plaît, soit ça ne nous plaît pas. Mais au moins, on a compris un petit peu ce que c'était. Donc, il y a pas mal d'événements. Il y a Edgefest. Enfin, il y a plein de choses à suivre autour de l'écosystème des startups. Ensuite, ça dépend si on est étudiant, si on est au chômage, si on est dans une entreprise et qu'on veut faire autre chose, on va avoir des parcours différents. En fait, il y a plein de choses. Il y a des pépinières, il y a des accompagnements dans les écoles, il y a des Fab Labs. Tout dépend de ce qu'on veut mettre sur le marché et de notre idée. C'est vraiment se positionner par rapport à ce qu'on a envie de faire, de son écosystème, mais surtout, je pense que la clé, c'est de commencer par sortir. C'est essentiel de voir ce qui se passe. Alors, on a l'impression, il y en a qui vont dire c'est de la perte de temps. Non, c'est pas de la perte de temps. Ça permet de peut-être rencontrer des personnes qui ont déjà vécu la chose. Moi, la première personne à qui j'ai parlé de mon projet, c'était Emeline de EMI. Donc, c'est des sondes périnéales connectées. Elle faisait partie des premières personnes à avoir, de mon entourage à être incubée chez Semia. Et j'avais besoin je ne la connaissais pas, je l'avais vue à un boxing, un événement où elle mettait son projet sur la table et les gens donnaient leur avis sur son projet. Et je l'ai rencontrée là, je me suis dit, cette fille, elle est super, j'aimerais bien discuter avec lui pour savoir ce que c'est que monter une start-up. Et j'ai commencé comme ça et elle a été hyper sympa. Et elle a dit, OK, Pasquine, on échange, voilà. Et elle m'a expliqué ce que c'était, l'incubation, etc. C'est important de commencer par faire ça, par se faire son avis, parce qu'après, peut-être que ce qui va me convenir, c'est d'aller chez Incubator. Peut-être que ce qui va me convenir, c'est d'aller chez Semia. Peut-être que ce qui va me convenir, c'est de faire un hackathon et ensuite je me lance. On y va et puis je vais chercher moi-même et je me débrouille tout seul, etc. C'est vraiment la personnalité qui va faire le chemin, en fait. Ok, super. Du coup, tu parlais d'Alsace Digital. Quelques mots rapides. Alors ça, c'est Rémi ou moi, c'est pareil. D'accord. Rémi, tu as envie de prendre le relais? Alsace Digital, c'est l'association qui fédère les communautés du numérique en Alsace. Et quand je dis communauté, il y en a plusieurs. On va retrouver par exemple les bidouilleurs dans les Hack SXB, donc tous les gens qui aiment bien bricoler, découvrir des nouvelles technos, se poser des défis les uns les autres. On va retrouver la communauté des start-upers, qui aujourd'hui est fédérée dans la communauté French Tech Strasbourg, qui est portée par Alsace Digital. On va retrouver la communauté femmes et numérique.
Ok. Femmes Avenir Numérique, je crois que c'est ça le nom. On va retrouver Avenir aussi numérique Alsace. Avenir Numérique Alsace, j'ai du Ah, mal. On va retrouver aussi tout ce qui est acculturation au numérique pour des personnes qui en sont éloignées, donc notamment des cours de code ouais. pour les jeunes, par exemple. Il y a pas mal de choses différentes qui tournent autour d'Alsace Digital. Et puis, il y a aussi un espace de coworking où il y a pas mal de gens dans les métiers, notamment du numérique, qui travaillent dans le même lieu, D'accord. à la Il y a plage. tous les hackathons, mais j'en ai parlé déjà. Il y a Oui. tous les hackathons. Enfin, il y a Startup Weekend, il y a le Hacking Industry Camp, il y a encore d'autres hackathons qui co-organisent donc, sur différentes thématiques. Et donc, c'est pour aller. Il y a Edgefest, on t'en a pas parlé. C'est un événement avec aussi un peu un lien avec des communautés créatives. Et donc, c'est tout ça. Il y a des interventions. On a fait un événement avec des enfants aussi dans le cadre d'Avenir Numérique Alsace. Il y avait avec des robots, c'était Code ton robot. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'événements et il faut vraiment suivre. C'est une association, il faut vraiment suivre avec une belle communauté derrière. C'est intéressant pour s'intégrer et puis comprendre comment fonctionne l'écosystème. C'est intéressant d'aller s'immerger. Ok. Donc, alors, il y avait une autre question, hein, mais je la pose après, juste pour reprendre un peu les éléments dont tu as parlé sur ce parcours. Donc, le premier conseil, c'est effectivement de sortir de son bureau, sortir de sa chambre, mettre le nez dehors, s'intégrer dans l'écosystème. Et puis, Alsace Digital semble être un des bons nids dans lequel commencer à baigner. Je pense que je me le note pour moi-même. Et puis ensuite, c'est peut-être aller tester, participer au hackathon, parce que du coup, ça permet un peu de s'immerger toujours et tester son projet, de le confronter à l'extérieur. Et finalement, ce que tu finis par dire, c'est que la suite qui va être donnée, ça dépend vraiment du projet. Il n'y a pas de parcours type, d'où le parcours que vous aviez commencé et que finalement, vous n'avez pas terminé, parce que ça dépend vraiment du porteur de projet et du projet de la personne pour avoir un parcours qui lui conviendrait le mieux. J'ai une question de Vincent qui demande si le parcours de porteur de projet est normé. Non, mais non, sinon ça voudrait dire qu'on serait tous pareils. Donc non, après, il y a des moments pour les financements, notamment sur les projets, les projets publics. On va aller chercher enfin, pour les financements publics, à certaines étapes, il y a des financements qui se déclenchent avant la première année d'existence, par exemple. Mais sinon, non, enfin, on peut démarrer, s'arrêter, redémarrer, partir dans un autre sens, enfin, c'est un choix. L'incubation, elle peut venir très tôt, ensuite enchaîner avec un espace de coworking, en plus après avoir une accélération. On pourrait dire qu'on pourrait imaginer un parcours comme ça, mais enfin, c'est comme, je ne sais pas, moi, je n'ai pas un parcours du tout normé, notamment parce que le digital, il y a 20 ans, ça n'existait pas vraiment. Mais les parcours normés, ça dépend de la personnalité. Enfin, on peut se faire son parcours, oui. On peut se dire, OK, je vais commencer par faire ça. Je commence par faire un hackathon. Ensuite, je rentre chez Incubateur. Ensuite, j'ai mon MVP. Je vais aller chez Semia derrière. Ensuite, je vais aller dans un espace de coworking. Je peux aller chez Alsace Digital ou je peux me dire, je vais aller au village Baïséa parce que il y a aussi, on continue à avoir un accompagnement ou au pépinière, ou etc. Mais non, ça va dépendre de la personne. Ça va dépendre, elle peut démarrer par autre chose, aller ailleurs, faire quelque chose d'autre. Et puis, elle peut dire, OK, je vais le faire dans un autre pays et puis je vais revenir. Enfin, c'est vraiment, nous, on a pas mal les parcours sont toujours atypiques. C'est aussi pour ça, je pense qu'on a eu des difficultés sur cette réflexion avec Alsace Digital, c'était de trouver un parcours type. C'est Oui. hyper compliqué. Un étudiant, il va partir à l'étranger, il va être incubé et puis il va revenir et puis il va se dire qu'est-ce que je fais. Ouais. Et on n'est pas du tout, ça dépend des profils des personnes. Et après, c'est le coup de cœur pour un type d'accompagnement, le coup de cœur pour une personne parce qu'on sait que celle-là, on sent qu'elle va pouvoir nous porter. Enfin, ou nous accompagner ou trouver les bons moteurs. Voilà, je dirais pas de parcours type. Mais Rémi, t'en penses quoi? Non, je suis complètement d'accord. Il n'y a pas deux startups qui ont la même histoire, clairement. Après, en plus, il y a plein de portes d'entrée différentes.
On a parlé les incubateurs, les hackathons, les pré-incubateurs. On a Innov Ouais. Campus à Mulhouse, les pépinières. Il y a, si on est étudiant, le réseau ETENA. Si on est Oui. dans un labo de recherche, il y a la SAT. Il y a plein de manières d'entrer dans l'écosystème. Et selon ensuite à quelle vitesse on avance, en fait. Parce Oui. qu'on peut se dire par défaut, oui, on passe à ça, puis à ça, puis à cette étape, après incubateur, après accélérateur, après. Mais en vrai, selon si on va trop vite, eh ben non. Si on va pas assez vite, eh ben non. Et ça va changer vachement. Et puis, il y a aussi l'ouverture aussi. Si on cherche à avoir des accompagnements, eh ben, on va en trouver. Effectivement, il y en a plein. Là, j'en ai cité quelques-uns, mais on va aussi retrouver, par exemple, le réseau Entreprendre. On peut Oui. rentrer dans la communauté French Tech Strasbourg. On peut aller à tous les événements et en allant aux événements, au meet-up et à tout ce genre de choses, on va rencontrer plein de gens et on va aussi se créer son réseau. Euh, il y a plein de. Donc, si on en recherche, en fait, il y a beaucoup de portes d'entrée dans l'écosystème, même à Strasbourg, qui n'est pourtant pas le plus gros écosystème du coin. Il y en a beaucoup. Donc, imaginez à Paris, c'est sans fin. Oui. Et on peut même aussi d'ailleurs aller, parce qu'il a bien dit, on peut sortir aussi de son écosystème local. Nous, très vite, on est aussi allé sur Paris, on est allé chez The Family, qui est Ok. un gros, et eux-mêmes ne savent pas se définir, c'est pas un incubateur, on ne sait pas trop ce que c'est une famille, mais c'est un truc qui rassemble plein aussi d'entrepreneurs. Et pourtant, on était à Strasbourg et l'un n'empêche pas l'autre. Et on peut Oui. vraiment penser en dehors des frontières et aller chercher, en fait, faut prendre le temps à un moment d'aller D'aller chercher chercher. ce que chacun propose et qu'est-ce qui nous intéresse et discuter, parce qu'il a très bien dit, avec d'autres. Et donc, chaque fois qu'on rencontre un entrepreneur, il va dire: ah, mais moi, je suis passé par là, j'ai rencontré tel machin. Ah bon, je ne connaissais pas. Et du coup, on va découvrir d'autres parcours et on va pouvoir dire: tiens, je vais tenter cette porte. C'est pour ça qu'il n'y a pas un parcours clé pour aller dans l'entrepreneuriat. Il faut surtout parler avec d'autres startups. Et en plus, les programmes changent. Il y a des investissements, il y a des programmes de financement qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Il y a un incubateur qui peut changer de mode de recrutement et pas le prendre à le même stade. Avant, il n'y avait pas les starter class, mais il y a des starter class chez Semia. Et donc, en fait, tout change. Donc, à un moment, il faut juste aller voir d'autres startups et dire: toi, t'as fait, t'es passé par où? Ok, bah, je vais aller voir. Ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Et ouais, faut s'intéresser et chercher. Ok. Il y a Vincent qui dit, qui souligne que pour être porteur de projet, enfin, c'est de la ténacité dont on a besoin, quoi, de ne pas avoir peur de fouiller, de chercher, de recommencer, etc. Il y a d'autres points dont, enfin, je reviens sur ce que tu disais, Rémi, l'importance d'avoir enfin, j'allais dire un accompagnateur, mais une sorte de mentor, quelqu'un qui a fait le chemin avant nous et qui peut nous guider. Tu le reprenais dans un de tes contenus, savoir s'entourer. C'est pas évident quand on monte un projet, de se dire tout de suite, ok, ben, je vais oser aller demander à quelqu'un que j'admire ou qui est, comment dire, euh, bien reconnu dans le domaine d'expertise, d'aller lui dire, bah, est-ce que tu serais prêt à m'accompagner, à me donner un peu de ton temps pour me partager un peu ton expérience? Est-ce que c'est des choses que toi, tu as fait? Alors, c'est difficile, ça dépend beaucoup des gens. Il y a des gens qui sont très bons pour aller demander de l'aide autour d'eux et qui sont hyper réactifs et qui passent leur temps à demander de l'aide à tout le monde. Et il y en a d'autres qui ont du mal à imaginer comment des gens peuvent rentrer dans leur sujet complexe, qui n'ont pas envie de déranger. Donc, la personnalité des gens change beaucoup. Moi, typiquement, j'ai pas trop peur de déranger. Par contre, je sais jamais trop exactement comment les gens pourront m'aider. Donc, j'ai du mal à imaginer en fait l'aide que je pourrais avoir. Et pourtant, je me suis fait accompagner beaucoup dans mon parcours et ça m'a énormément apporté. Donc oui, il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a vraiment aussi il y a une échelle dans l'accompagnement entre est-ce qu'on va être accompagné par des accompagnateurs mais professionnels et qui n'ont jamais vraiment mis les mains dans le cambouis ou par des gens qui ont déjà entrepris avant. Moi, Oui, typiquement, j'ai eu le coup de cœur quand j'ai commencé à être accompagné par Réseau Entreprendre, oui, qui accompagne des projets à partir du moment où il y a des ventes. Donc, c'est un projet à un stade un peu plus mature. Et on les retrouve partout en France, notamment, et même pas qu'en France. Et là, c'est des entrepreneurs qui coach des entrepreneurs. Donc, typiquement, j'avais déjà eu dans un incubateur un accompagnateur qui était un étudiant qui sortait d'un programme d'accompagnement, enfin, ouais, formation, mais qui n'avait jamais monté une boîte et qui ne savait pas du tout de quoi il parlait. Et puis après, j'ai eu un mec qui avait déjà monté des boîtes. C'est pas ouais, pareil du tout. j'imagine. Petite question comme ça, parce que est-ce qu'il y a une formalité particulière pour se faire appeler start-up? N'importe qui peut se donner l'étiquette de start-up. Bah, n'importe qui se la donne tout le temps. Donc, Ah, bah voilà. Notre boulangère, c'est une start-up qu'elle a, c'est génial. il y a Ok. beau, bah, ouais, bah, on voit les politiques qui viennent toujours nous dire alors nous, notre équipe, on est en mode start-up, on travaille comme une start-up. Non, et la plupart des projets en ESS se définissent comme start-up alors que ça l'est pas du tout. Enfin, Ok. non, après,
à un moment, il y a un mur. Les sociétés de services qui vendent du temps d'informaticiens se définissent comme start-up parce qu'ils trouvent ça cool. Euh, Dans les faits, quand ils ne peuvent pas rentrer dans un incubateur, ils n'auront pas d'investisseurs. Enfin, après, c'est entre soi et soi. Est-ce qu'on est capable est-ce qu'on aime avoir les bons mots? Est-ce qu'on peut se regarder dans la glace en se disant je dis pas de la merde? Mais Ok. Donc, appellation libre d'accès, je dirais, mais un petit peu. Normalement, il y a quand même du digital dedans et un nouveau type de business model ou un nouveau type de produit, mais il y a du digital dedans, quoi. Donc, normalement, la boulangère, elle n'est pas une start-up. Mais Bon, alors, pour le reste, si jamais elle fait de la précommande, si jamais elle fait ce genre de choses avec une application derrière, peut-être que, enfin, voilà. C'est toujours vraiment hyper compliqué. C'est une question vraiment pas facile parce que nous, on se la pose aussi. Est-ce qu'on rentre une start-up en disant que c'est une start-up alors qu'elle vend un produit physique, quoi? Rémi, tu n'es pas une start-up, tu vends du papier. eh ben oui, non, mais je suis d'accord. En fait, le produit ne permet pas de savoir si on a une startup en face, parce que déjà, le produit va pivoter. ok. Parce que souvent, on dit d'ailleurs dans une startup, do things that don't scale. Donc, commence par faire quelque chose qui ne passe pas à l'échelle. Et après, tu trouveras la méthode, la manière pour le passer à Pour le l'échelle. faire, Donc, d'abord, tu ouais. commences ton business non scalable avant de le rendre scalable. Mm. Et donc, souvent, la plupart des porteurs de projets, ils viennent, ils n'ont pas un projet scalable. Moi, mon projet n'était pas scalable et les gens pensaient qu'on allait faire une PME. Sauf que ce qui faisait la différence, c'est que depuis le début, on avait intégré le fait qu'on voulait faire un projet scalable et qu'on Ouais. voulait conquérir le monde. Et donc, c'est Très intéressant, ça. cette volonté d'être prêt à pivoter et à aller chercher la scalabilité qui fait la différence entre un projet qui aura un parcours de start-up et un projet qui aura un parcours de PME, ce qui est bien aussi, Mm. mais ce qui n'est pas la même chose. Mais c'est vraiment le mindset en fait qui va être complètement différent et pas forcément le projet. Ok, super. Super, super. Très, très juste. Donc, volonté de chercher la scalabilité dès le départ. Donc, on peut être OK d'être, typiquement, enfin, on a un bel exemple, hein, puisqu'on s'est moqué, enfin, on s'est moqué, non, on se moque pas. Ma boulangère à moi, elle est géniale. Merci pour le pain qu'elle me fait. Je pense que la vôtre aussi. Mais quand on parlait de la boulangerie, on a un modèle de start-up qui est dans ces baguettes box régionalement. Donc, du coup, je trouve ça intéressant avoir la notion de scalabilité dès le départ, même si le modèle n'y est pas encore. Ouais, ça positionne bien et pour moi, ça clarifie bien le sujet. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'aimerais, alors il y a juste Vincent qui reprend hein, sur effectivement cette capacité à être prêt à se tromper. Rémi t'en parlait dans le Lean Startup. Savoir, alors je crois j'avais PMA, produire, mesurer et le dernier, Apprendre. apprendre. Merci. Donc, Le cycle. exactement. Bon, la PMA, c'est pas. Voilà. Mais du coup, merci à vous tous pour votre présence. Est-ce que vous aimeriez laisser un dernier petit mot aux personnes qui nous suivent, aux porteurs de projets qui sont peut-être là, pour leur permettre d'avancer? Qu'est-ce que vous aimeriez leur laisser? Pasquine, qu'est-ce que tu aimerais dire à, à nos Alors, intervenants? n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Alors là, on est un petit peu dans le rouge pour la semaine prochaine parce qu'on a nos premières startups qui vont démarrer. Mais n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à nous interroger, à nous poser des questions, à vous mettre en contact avec nous sur LinkedIn et sur les autres réseaux. Ouais. On est vraiment. L'objectif, c'est d'être ouvert sur l'écosystème. Donc, et de faire comprendre notre modèle qui est un petit peu différent de ce qui se passait jusqu'à maintenant. Donc, vraiment, et puis lancez-vous. C'est en fait juste le fait de passer la porte et d'aller présenter son idée et d'en parler, c'est ça la clé. On peut continuer. Alors moi qui ai bossé dans l'industrie où on a l'habitude de beaucoup réfléchir et puis de présenter le projet, que ça aussi Rémi t'en parle dans une de tes vidéos, qu'une fois qu'il est parfait, c'est pas comme ça qu'on fait maintenant, qu'on fait une start-up en tout cas. Faut pas attendre qu'il soit parfait parce qu'il sera parfait pour vous et pas pour le reste du monde. Donc, il faut vraiment réussir à s'ouvrir sur l'écosystème et commencer à échanger. Alors, pousser notre porte, c'est déjà un premier pas. Et ça va permettre de voir comment ça se passe, etc. Ce n'est pas du tout engageant, en fait. C'est vraiment juste essayer de comprendre. On est en plein centre de Strasbourg, donc ça va être facile. Une fois qu'on aura tout mis à sa place, ça va être facile de venir nous voir. Et puis, on va faire des événements ouverts. Donc, on aura la possibilité de se rencontrer. Vraiment, il faut parler, échanger et pousser des portes, quoi.
se faire un petit peu du mal au départ. Alors, c'est plus facile par Zoom ou par Meet ou tout ce qu'on veut. Donc là, il n'y a même pas de porte à pousser, mais l'effet est le même. On a réussi à communiquer. Donc voilà. Merci Pasquine. Du coup, Rémi? Que dire après ça? J'allais dire sortez de chez vous, allez rencontrer des gens, mais bon, du coup, tout y est. Après, comme on parlait écosystème, il faut être curieux, il faut aller chercher, il faut aller poser des questions autour de soi, et c'est comme ça de proche en proche qu'on va construire son parcours. Et puis, il faut aller apprendre. Donc, faut être prêt à apprendre. C'est ça, être curieux. Alors, on parlait tout à l'heure des vidéos que je fais, mais moi, typiquement, quand je me suis lancé, j'ai tout appris en allant voir des vidéos sur YouTube, celles de The Family dont j'ai déjà parlé avant, sur leur chaîne qui est Startup Food. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis éveillé et que j'ai pu accélérer. Et quand on commence à parler à des gens, on accélère. Quand on apprend plus vite, on accélère. Et comme une startup, on l'a dit plusieurs fois, c'est aussi une course à l'accélération et au up. C'est la courbe d'apprentissage en général prédit assez bien la réussite de la startup. Donc, commencez par travailler votre courbe d'apprentissage et apprenez, interrogez, soyez curieux, foncez. Le micro, le micro. Donc voilà, donc merci beaucoup, merci Rémi, merci Pasquine, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Donc, pour cette petite édition, petite vidéo, retour d'expérience sur l'écosystème des startups de manière générale et en Alsace de manière plus particulière. N'hésitez pas à nous refaire vos remontées, à nous poser vos questions. Hein, on les retransmettra si besoin à Pasquine ou à Rémi. Et puis, ils pourront vous répondre. Voilà. Merci à tous. Du coup, bel après-midi à chacun. Et puis, à bientôt.